Bonjour à tous, merci de nous accueillir et merci à nos invités d'être présentes sur ce plateau. Les femmes que je reçois aujourd'hui se sont tout un jour retrouvées emportées dans le tourbillon d'une relation extra-conjugale, une liaison passionnelle et secrète. Jusqu'à ce qu'un événement vienne bouleverser leur vie, elles sont tombées enceintes de leur amant. Alors comment ont-elles réagi face à cette situation hors du commun? Quels choix ont-elles fait? Eh bien, c'est ce que nous découvrirons au cours de cette émission. Et puis, vous retrouverez Solène et Madeleine qui nous donneront de leurs nouvelles dans l'Histoire continue. Mais d'abord, ouvrons notre première partie. 2 hommes et un couffin. Et intéressons-nous au témoignage de Laura. Laura, bonjour. Bonjour. Laura, où en était votre vie sentimentale quand vous avez eu un coup de cœur pour un autre homme? J'étais fiancée et puis la routine était installée depuis un long moment. Et jusqu'au jour où j'ai connu un groupe de garçons auquel j'ai craqué pour l'un d'entre eux. Alors, la routine, donc ça veut dire que vous vous ennuyiez un petit peu dans votre couple? Ouais, c'était morose. C'était On faisait rien. Morose. Ouais, on faisait rien. On sortait jamais. Ouais. On n'avait quasiment pas de connaissances. Vous n'aviez plus de sentiments pour cet homme? C'était... Ça, c'est une réponse. Non, mais je pensais que oui, mais finalement, lorsque j'ai rencontré cet homme, j'ai découvert que finalement, non. Donc, qu'est-ce qui s'est produit avec cet homme? Vous avez eu un coup de foudre, comme on dit? En quelque sorte. Donc on a fait plus ample connaissance et jusqu'au jour où arriva ce qui est arrivé. On a été plus loin. Combien de temps après l'avoir rencontré? Oh, pas longtemps, 15 jours. Bon. Et là, vous vous êtes dit quoi? Bah là, je me suis dit que j'avais des sentiments. Et donc, il y a une relation qui s'est installée avec lui? Oui. Vous le voyiez tous les combien? Tous les jours. Tous les jours? Oui. À quel moment? Bah, quand mon ex-mari n'était pas là. Donc dans mes horaires libres. Il venait chez vous? Oui. Cette relation a duré longtemps? 1 mois. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé au bout d'1 mois? Eh ben, il a arrêté parce que en fait, je me mariais peu de temps après. Dans quel état d'esprit étiez-vous le jour du mariage? J'étais complètement dedans, en fait. Très heureuse? Oui, quand même, malgré tout. Et j'étais complètement dedans. Je me suis dit, c'est comme ça. Et voilà, l'amant t'a quitté. Et donc, bah, c'est ta vie. Donc, j'étais vraiment dedans. Bon. Et puis, il fallait que je fasse et donc, rien ça paraître, ressemble en pas fait. à quelqu'un d'heureux, ça ressemble à quelqu'un de résigné? J'étais quand même heureuse. 3 mois après ce mariage, une nouvelle est venue compromettre ce bonheur retrouvé. Laquelle? Eh ben, j'ai appris que j'étais enceinte. Alors sur le coup, je ne me suis pas posé de questions. Maintenant, quelques jours après, je me suis dit ah, c'est peut-être pas de ton mari. Et quand j'ai rapproché, j'ai revu les dates, tout ça, il y avait grande chance que ce soit de mon amant. Parce que j'entretenais toujours des relations avec mon mari pour cacher, en fait. Il y en avait beaucoup moins, mais j'entretenais quand même des relations avec les deux. Donc il y a une époque où vous aviez des relations avec les deux? Oui, beaucoup plus avec l'amant, mais il fallait que je cache à mon mari qu'il s'était passé quelque chose. D'accord, mais donc il y avait quand même plus de chances que ce bébé soit de l'amant que du mari? Oui. Vous avez décidé de le garder, ce bébé? J'ai décidé de le garder. Et le secret aussi? Et le secret, je me suis dit que j'allais le garder pour moi toute ma vie. Mais la vérité a fini par éclater. Et oui. Comment? Eh bien, un soir de dispute avec mon mari, j'en ai profité pour lui dire la vérité. Ah bon, et pourquoi vous vouliez dire la vérité? En fait, c'était beaucoup trop lourd à porter. Donc, je lui ai dit, j'étais enceinte. Et je lui ai dit la vérité. Il a dû réagir Ah, bah, il était furax. Oui, il était furax. Il a jeté les objets dans la maison. Mais finalement, après, il a dit qu'il attendait cet enfant. Il voulait l'élever comme son enfant. Et pour lui, c'était clair, c'était son enfant. Donc, il acceptait la situation. Alors, vous avez donné naissance à votre bébé et c'est votre mari qui était présent à vos côtés ce jour-là. Pourtant, vous aviez encore des doutes sur sa paternité. Oui. Est-ce que vous avez entrepris des démarches pour connaître vraiment l'origine et le père?
Donc seul le test de paternité était faisable, sauf que pour raison financière, je n'ai pas pu. C'est très coûteux. Donc votre mari l'a reconnu, cet enfant? Mon mari l'a reconnu. Et lui, de toute façon, ne voulait pas en entendre parler. Il ne voulait pas faire de test? Non, pour lui, c'était son enfant. Vous nous direz tout à l'heure quelle décision vous avez finalement prise et où vous en êtes aujourd'hui. Mais d'abord, on va se tourner vers Frédéric Farigou, notre Bonjour, spécialiste de l'amour. Qu'est-ce que vous pensez, Frédéric, de la situation de Laura? Vous l'avez dit justement, c'est vrai que vous étiez jeune et que peut-être avec plus de recul, vous auriez pu dire qu'avoir une relation juste avant de se marier, ça pouvait remettre en cause cette union. Et puis en même temps, je trouve ça bien que vous ayez fini par dire votre secret, parce que c'est effectivement un très lourd secret. Et les secrets, quand on les porte, on croit qu'on peut le garder pour soi, mais ça impacte effectivement sur la vie de cet enfant, ça impacte sur le couple. Donc un secret transpire toujours d'une manière ou d'une autre, et dans notre comportement, ça peut agir même à notre insu. On peut penser que ce secret, il nous appartient, mais en fait, il appartient aussi à l'enfant à venir. Donc je trouve ça bien que vous ayez fini par lui dire. Après, les conséquences ont pu être difficiles, parce que du coup, vous avez contracté une union qui n'était pas forcément la bonne. Et pas celle que j'attendais, surtout. C'est ça. Valérie. Bonjour Valérie. Bonjour. Valérie, vous aussi, vous avez connu un homme dont vous êtes tombée éperdument amoureuse, mais dans votre cas, c'est lui qui était déjà en couple. Dans quel cadre l'avez-vous rencontré? Lors d'une sortie, comme ça. Vous en étiez où, vous, dans votre vie sentimentale, à ce moment-là? J'étais seule. Comment ça s'est passé, la rencontre? C'était quelque chose de très fort. Il y a tout de suite eu une grande émotion, une alchimie, en tout cas pour moi. Une réaction physique? Oui, ça s'explique pas, mais c'est comme ça. Des petits picotements? Voilà. Et c'était réciproque? Je pense, en tout cas, le jeu pour lui a commencé. Et il voulait me séduire. Comment tout cela a évolué? De manière assez rapide, on s'est revus. On a eu une relation passionnelle. Donc lui n'était pas libre? Non. Qu'est-ce qu'il vous disait? Il était marié? Non, il vivait en couple, que son couple n'allait pas, que c'était une personne, une relation plus sœur, frère, sœur, amicale, qu'il n'y avait pas de passion, plus de désir. Il vous La faisait des routine. promesses? Il vous disait qu'il allait quitter sa femme? Oui, Un grand classique, si j'ose dire. exactement. Que s'est-il passé un an après le début de votre histoire? Je suis tombée enceinte. Vous lui avez dit? Oui. Vous l'aviez souhaité? Cet enfant, donc je ne prenais pas de moyens de contraception Pour quelle raison? parce que je ne pensais pas, je pensais que voilà, il fallait se protéger d'une autre manière, et une fois sans, et voilà. Et je pense que l'homme peut aussi prendre ses responsabilités de ce côté-là. Donc, vous ne l'avez pas souhaité, mais vous avez décidé de le garder? Oui. Vous lui en avez parlé? Bien sûr. Comment a-t-il réagi? Un peu, il était surpris, mais heureux. 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 Oui, il est arrivé à la maison avec une peluche quand même. Et il m'a dit, on va tout faire pour que ça se passe bien, dans le bon sens. Il envisageait de le reconnaître, cet enfant? Oui. Et de l'élever avec vous? Oui. Donc, a priori, vous... Il me semblait que c'était quelque chose de normal qui allait se poursuivre. Donc, vous avez envisagé le fait qu'il quitte sa compagne à ce moment-là? Oui. Et pourtant, au fil de votre grossesse, il a radicalement changé d'attitude. Qu'est-ce qui s'est passé? De quelle manière s'est-il comporté avec vous? Il remettait toujours à demain le fait de s'engager vraiment
à 100% avec moi. Comment vous réagissiez à ça? J'étais naïve. Il m'a quittée à 7 mois de grossesse. Il m'a dit c'est terminé, je ne veux plus te voir. Et moi, sur le moment, j'étais dans ma grossesse. Je ne voulais pas du tout perturber ces 2 derniers mois. J'étais bien avec mon bébé dans mon ventre. Je ne voulais pas gâcher cette grossesse par rapport à... C'était pas une grosse prise de tête pour moi qui parte là. Ah bon. Ça m'a fait mal, mais j'avais plein de choses à prévoir pour l'arrivée du bébé. Donc je me suis dit, je laisse passer ces 2 mois et j'espère qu'avec l'arrivée du bébé... Il changera d'attitude. Oui. Eh bien, vous nous raconterez tout à l'heure comment votre amant a fini par réapparaître dans votre vie. Mais d'abord, nous allons faire connaissance avec Géraldine qui témoigne depuis une loge de France Télévisions pour préserver l'anonymat de l'homme dont elle va nous parler aujourd'hui. Bonjour Géraldine. Bonjour. En quoi le témoignage de Valérie fait-il écho à votre propre histoire? C'est à peu près le même parcours, sauf que moi je savais dès le départ qu'il était marié. Oui. Donc il ne m'a jamais caché cette vie. Donc moi j'ai accepté. Alors on va remonter quelques années en arrière pour mieux comprendre votre histoire. Vous aviez 23 ans quand vous êtes devenue, sans le savoir, la maîtresse d'un homme marié. Alors puisque vous l'avez appris par la suite, vous l'avez appris au bout de combien de temps? Peut-être une semaine après notre union, notre relation. Donc j'ai appris qu'il était marié, il ne m'a rien caché, donc je savais à quoi m'en tenir. Bon, et à ce moment-là, vous ne vous êtes pas dit, oh là là, je suis en train de me mettre dans une histoire compliquée, je vais m'enfuir? Non, non, moi j'aime bien les histoires compliquées, donc ça m'allait. Ben, au moins, c'est bien de le reconnaître. Donc ça m'allait, donc j'ai accepté, et d'autant plus qu'il a été honnête d'emblée, donc j'ai joué le jeu. Très bien. Est-ce qu'il vous a fait des promesses d'avenir? Non. Sachant qu'il m'avait dit aussi qu'il ne quitterait jamais sa femme pour quoi que ce soit. Donc je savais bien qu'il n'allait pas quitter sa femme et je me contentais de ce qu'il pouvait m'apporter, me donner. Voilà. Donc vous êtes lancée dans cette histoire, en toute connaissance? En toute connaissance. Prendre à prendre et voilà, j'ai pris. À quoi ressemblait votre relation? Vous le voyez au quotidien? Je le voyais au quotidien, surtout à la maison. Donc on menait une vie de couple, comme monsieur et madame tout le monde. C'est-à-dire, il passait des nuits avec vous? Il lui arrivait souvent de passer des nuits chez moi, mais je ne lui posais pas de questions plus. Pour moi, c'était ma vie avec lui, point, c'est tout. Et vous aviez une vie sociale avec lui? Oui, sociale, affective, sexuelle, tout. Je l'aimais. Sans engagement? Sans engagement, mais j'ai tout accepté par amour. Au bout de 6 ans de relation, vous avez fait un banal bilan sanguin. Et puis, qu'est-ce que vous avez découvert? Il est arrivé ce qui devait arriver, hein, d'autant plus que je ne prenais pas de précautions. Ouais. Donc Pourquoi vous ne preniez pas de précautions? Bon, déjà là-bas, je suis anti-médicaments, donc je n'aime pas les médicaments. Alors, vous êtes pour les histoires compliquées, anti-médicaments, et parfois le fait d'être anti-médicaments complique les histoires. C'est moi. Voilà. C'est moi. Bon. Et donc, bilan sanguin qui a révélé quoi? J'étais plus de presque 3 mois de grossesse. Donc, il fallait que, en ce qui me concerne, j'agisse au plus vite, soit avorter, soit garder l'enfant que je portais de lui. Et vous avez décidé quoi? La question ne se posait même pas, c'est garder cet enfant. Par amour? Encore une fois de plus, par amour. Est-ce que vous lui avez annoncé? Je lui ai annoncé, mais je crois que c'est... pas tout de suite, hein. 2 semaines après. Et comment a-t-il réagi? Je m'attendais à avoir une réaction plus virulente de sa part, mais non. Il a écouté, et puis bon, sans réaction, plus, non. Mais il vous a dit quoi? Il était d'accord pour le garder? Il était d'accord? Non, d'emblée, il n'en voulait pas de cet enfant, donc voilà. Et ma décision à moi, elle était prise, donc personne ne pouvait m'en changer d'avis. Donc pour moi, c'était fait, je voulais garder cet enfant. Donc vous avez décidé de quoi faire? De le garder sans le prévenir? La question ne se posait même pas pour moi, donc je sais garder cet enfant, sans le prévenir, oui, tout à fait. Alors vous nous raconterez tout à l'heure comment votre amant a réagi lorsqu'il a découvert que vous aviez décidé de garder cet enfant contre sa volonté. Merci beaucoup. De rien. Frédéric, quelles peuvent être les conséquences de garder un tel secret autour de sa grossesse?
Garder un secret, quand ça va être révélé, ça peut être une réaction extrêmement violente. Une réaction de rejet et de violence parce que la personne a le sentiment d'avoir été bernée ou manipulée ou trahie. Donc il peut y avoir vraiment un sentiment très violent. Et un éloignement. Forcément, puisque la personne se sentant trahie, c'est difficile de poursuivre la relation dans un système de confiance, puisque la confiance a été trahie. Axel, bonjour. Votre témoignage est un peu différent de celui de nos autres invités. Dans quelle position vous trouvez-vous par rapport au titre de notre émission? Alors moi, je suis un enfant né d'une relation extra-conjugale. Alors on va remonter au mois de janvier 2011 pour mieux comprendre qui vous a révélé la véritable identité de votre père. Mon compagnon. Quelle a été votre réaction? Sur le moment, j'ai éclaté de rire. J'ai éclaté de rire, je pense que c'était très nerveux, parce que j'y croyais pas du tout. Je me suis dit, voilà, c'est comme dans les films. Ça... Mais il vous l'a dit avec quel mot? Il m'a dit qu'il avait appris par quelqu'un que mon père n'était pas forcément mon père. À quel moment vous avez fini par réaliser ce qu'il venait de vous dire? Le lendemain. Vous avez mis une nuit? Ah oui, oui. Le lendemain, en fait, je me suis réveillée. Est-ce que vous aviez ressenti déjà que votre père n'était pas votre père? Non. Non, non. Je pense que après, comme beaucoup, au moment de l'adolescence, on se pose des questions. Je savais que ma mère avait eu une relation extra-conjugale. Comment vous le saviez? Elle me l'avait dit. Je lui avais posé la question et voilà, elle avait dit qu'effectivement, ça ne me regardait pas forcément, mais que oui, elle avait une relation extra-conjugale. Et pourquoi vous lui aviez posé la question? J'étais un peu rebelle aussi à l'adolescence, donc peut-être besoin aussi de taquiner un peu ma mère, voir ses réactions, mais voilà, mon père, c'est mon père et... non, alors, elle vous avez répondu quoi? Oui, qu'elle en avait déjà eu? Voilà, qu'elle avait eu une relation extra-conjugale, oui, mais pas que j'étais issue de cette relation. Bon. Et comment vous avez décidé d'en savoir plus? Eh bien, le jour même, le jour où j'ai... C'est de Bordeaux? Oui. Le fameux EB bordelais. Donc oui, le jour où j'ai passé ma journée à pleurer, j'ai dit qu'il fallait que je sache la vérité. Et le seul moyen, c'est d'appeler ma mère et de voir avec elle. Donc je lui ai demandé de venir à la maison, qu'on allait se passer une petite journée entre filles. Et puis voilà, je lui ai posé la question directement. Et donc là, elle a dit quoi? Qu'elle avait encore des doutes, que non, pour elle, j'étais la fille de mon père. Elle n'en était pas sûre quand même? Non, pour elle, voilà, elle n'était pas sûre. Mais elle vous a dit la vérité, qu'elle avait eu cet amant au moment de votre conception? Oui, oui, exactement. Mais que voilà, elle avait toujours... Elle n'y avait jamais pensé, que voilà, elle ne s'était jamais remémoré cette époque-là. Et que voilà, elle n'y croyait pas trop, mais elle comprenait que je me pose des questions et si j'avais entendu cette histoire, qu'il fallait que je sache la vérité. Alors, face aux incohérences de votre mère, vous avez décidé de prendre les choses en main. De quelle manière? Donc après l'en avoir parlé, je lui ai demandé de parler à mon père, de voir avec lui, parce que c'était leur histoire, donc je voulais pas, de toute façon, je me voyais pas en parler à mon père moi directement, et donc j'ai proposé à ma mère, oui, de faire un test ADN. Il savait, votre père, qu'elle avait eu un amant à cette période? Oui, oui, oui. Oui, c'était une histoire du passé qui était réglée entre eux, donc voilà. Après, lui n'avait pas fait forcément la relation, le fait qu'elle tombe enceinte, parce qu'il cherchait aussi à avoir un enfant. Un dernier enfant. Alors, il a été d'accord pour faire ce test? Oui, de suite. Bon. Oui, de suite. Alors voilà, après, entre eux, je ne sais pas exactement comment ça s'est passé, mais voilà, ma mère m'a appelée en me disant que voilà, mon père était au courant, ça y est, elle lui avait dit, et qu'il était d'accord pour faire le test ADN. Un mois plus tard, les résultats des tests que vous attendiez sont arrivés. C'est ça. Et donc, là j'ai ouvert la petite enveloppe et je suis tombée directement sur la phrase qui disait voilà, que les tests ADN ne correspondaient pas. Donc, et alors là, on ressent quoi? Ah ben là, pareil, je me suis mis à pleurer de suite et voilà, j'avais quelque chose de concret en face de moi. Voilà, c'était clair, tout ce que j'attendais depuis un mois, les réponses à mes questions, voilà, c'était du concret. Mon père n'était pas mon père. Vous nous raconterez quelles sont les répercussions de cette découverte sur votre vie aujourd'hui. Ça sera juste après ces quelques messages de la rédaction. À tout de suite. Comme nos invités, vous pouvez nous raconter votre histoire. Vous avez un physique atypique et vous aimez vous faire remarquer. Malgré les remarques de votre entourage, vous cultivez une apparence hors du commun. Votre look extravagant ne passe pas inaperçu et il vous a souvent desservi.
Votre conjoint n'accepte pas votre allure, il souhaite que vous adoptiez un style plus classique. Après avoir cultivé un look exubérant, vous avez finalement choisi de ressembler à monsieur ou madame tout le monde. Pour nous raconter votre histoire, contactez notre équipe au 0820 16 30 15 ou connectez-vous sur le site de France 2, rubrique Toute une histoire. Tout à l'heure, dans l'Histoire continue, nous reprendrons des nouvelles de Madeleine et Solène. Aujourd'hui, ce sont de nouvelles femmes. Je fais donc 1m87 dans ce sens-là, mais je fais aussi 1m87 dans ce sens-là. En quoi leur vie a-t-elle changé? Nous le découvrirons dans la dernière partie de l'émission. C'est fini tout ça. C'est fini. Maintenant, on va vivre. J'y croyais plus. Comme nos invités, vous pouvez nous raconter votre histoire. Victime d'une agression, vous avez tout fait pour retrouver la trace de votre agresseur. C'est en retrouvant la personne qui vous avait agressé que vous êtes parvenu à vous reconstruire. Plusieurs années après s'en être pris à vous, votre agresseur est réapparu dans votre vie pour vous demander pardon. Par le plus grand des hasards, vous avez recroisé la route de votre agresseur des années après. Après l'avoir retrouvé, vous avez noué des liens particuliers avec celui qui vous avait pourtant fait du mal. Pour nous raconter votre histoire, contactez notre équipe au 0820 16 30 15 ou connectez-vous sur le site de France 2, rubrique Toute une histoire. C'est la suite de notre émission. Les femmes que je reçois aujourd'hui sont tombées enceintes de leur amant. Alors comment assumer cette grossesse et de quelle manière aborder ce sujet avec son enfant lorsqu'il aura grandi? Eh bien, c'est ce que nous allons voir dans la deuxième partie de notre émission, le devoir de vérité. Et nous allons reprendre le fil de l'histoire d'Axel. Après avoir appris sur le tard que votre père n'était pas celui que vous pensiez, vous avez décidé de faire des tests ADN qui ont alors confirmé vos doutes. Quel a été votre premier réflexe à l'annonce de ces résultats? Donc, vous disiez tout à l'heure que vous avez pleuré. Et après, j'ai appelé ma mère pour lui dire. Donc, je la sentais peut-être un petit peu soulagée au téléphone, peut-être. Soulagée? Oui, elle, soulagée que la vérité se sache, que le doute qu'elle avait peut-être au fond d'elle soit révélé. D'accord. Et vous? Je ne savais plus ce que je devais faire. Est-ce que je devais en parler? Alors, est-ce que vous lui avez demandé des explications sur cet homme? Est-ce que vous avez cherché à le contacter? De suite, non. Enfin, je l'ai fait, mais plus pour me décharger, en fait. J'ai eu un besoin de me lâcher sur quelqu'un. Donc, est-ce que vous avez demandé à votre mère de le contacter pour le prévenir? Non. Elle m'a demandé si elle pouvait le faire après moi. Donc c'est vous qui l'avez contacté d'abord? Oui. Et là, vous lui avez dit quoi? Je pense que je l'ai bien insulté. Et pourquoi? Parce que je pense que ce que je ne faisais pas envers ma mère, je l'ai fait vers lui. Pourquoi? Je ne sais pas, c'est ce qui m'est venu sur le moment, avec les nerfs qui ont lâché, la tristesse que j'avais de ne pas être vraiment la fille de mon père. Je pense que voilà, c'est lui qui... lui était pour rien, lui. Oui, je suis bien d'accord. Et vous lui ressemblez? Oui, je lui ressemble. Comment a-t-il réagi? Il était très étonné que je l'appelle comme ça. Et puis après, voilà, il m'a dit qu'effectivement, il avait des doutes et que maintenant, voilà, ça se sait et c'est peut-être pas plus mal comme ça. Il a eu envie de vous voir? Que vous veniez le voir? Oui. Vous y êtes allé? Non, pas à ce moment-là. Beaucoup plus tard. Alors, quand l'avez-vous rencontré, votre père? Je l'ai rencontré au mois d'avril de cette année. C'est-à-dire combien de temps après? 2 ans. Et pourquoi cette année au mois d'avril? Besoin d'avoir d'autres réponses, besoin d'avoir sa version aussi de l'histoire, savoir si j'étais vraiment née d'une histoire d'amour, si je lui ressemblais aussi, ça faisait très très longtemps que je ne l'avais pas vu. Donc voilà, besoin de mettre un visage plus précis sur mon père. Est-ce que quand vous l'avez vu, vous avez changé d'avis sur cet homme-là? Non, pas forcément. Je l'ai vu, ça m'a fait du bien, je pense aussi. On a beaucoup discuté. Il a confirmé les propos de ma mère, donc j'étais bien d'une histoire d'amour aussi, qu'il ne voulait pas forcément avoir un enfant de cette relation, mais que l'amour était sincère entre lui et ma mère. Maintenant, je ne ressens plus forcément le besoin de le voir. Que vous êtes-vous dit en vous quittant? Lui s'est mis à pleurer et il m'a pris dans ses bras, donc moi j'ai eu quand même un moment de recul. En plus, j'étais enceinte de mon 2e enfant à ce moment-là, il était hors de question qu'il touche mon ventre.
Est-ce qu'il a manifesté sa fierté de vous avoir comme fille? Alors directement, non, mais oui, il m'a fait comprendre que voilà, j'étais une belle fille, que voilà, il voyait que j'avais l'air heureuse, que j'étais en couple, que tout allait bien pour moi. Donc je pense que c'est un peu sa façon de me le dire. Alors, la révélation sur vos origines remonte à bientôt 3 ans, mais vous avez encore des difficultés à accepter que votre mère vous ait caché cette vérité. Ce secret a des conséquences sur votre vie aujourd'hui. Qui suis-je vraiment? Eh bien, c'est le titre du reportage que nous vous avons consacré. Ça se passe à Pessac, en Gironde, c'est-à-dire à 5 km de chez moi. Pessac, près de Bordeaux. On ferait de la peinture aujourd'hui? Oui, tu veux faire de la peinture. Je comprends bien. Allez, viens. Axel, 29 ans, est mère de 2 enfants. Zoé, 3 ans. Et Gabin, 3 mois. Entre. En apparence, pour cette jeune femme, tout semble aller pour le mieux. Pourtant, il y a 2 ans, un secret de famille a bouleversé son existence. Mais voilà les résultats. Sur ce papier, des résultats d'un test ADN qui prouvent que son père, celui qui l'a élevé, n'est pas son véritable géniteur. Donc voilà, en mots, on sait que maintenant mon père n'est pas mon père biologique. À l'époque, c'est par des rumeurs venant de proches qu'Axel apprend cette terrible vérité. C'était un choc, même si je me doutais un petit peu, hein, je m'étais fait une raison. Et voilà, j'ai pleuré de suite. Hein, c'était, je pense que les nerfs qui sont montés, j'ai craqué et... En plus, moi, j'étais pas là. Donc, tu voulais m'attendre pour ouvrir et finalement... Non, mais j'ai ouvert. T'as pas pu attendre. J'ai pas pu attendre. Ben voilà, hein, maintenant, on était fixés, c'est ce que tu voulais, donc... T'aurais préféré peut-être que ce soit dans l'autre sens, c'est sûr, mais bon, là, au moins, maintenant, on sait. J'imaginais pas non faire de tests ADN un jour, parce que pour moi, c'était des films qu'on voyait à la télé. C'était... voilà, c'est un peu comme on se dit, ça arrive qu'aux autres, ça arrivera pas à moi. Puis finalement, mais si, ça m'est bien arrivé. J'ai dû faire un test pour prouver qui j'étais, en fait, et à qui j'appartenais. Après cette révélation, les relations entre Axel et ses parents se compliquent. La jeune femme en veut énormément à sa mère de ne pas lui avoir dit la vérité. Quant à son père, celui qui l'a élevé, elle a peur que leur relation se détériore. Le temps a passé, mais la jeune femme est encore bouleversée. Allô, bonjour. Allô, maman? Lorsqu'elle appelle sa mère, elle a régulièrement besoin d'être rassurée. C'est bon, tu peux en parler un peu ou ça te gêne? Mais non, ça me gêne pas. Voilà, ça t'a pas... Enfin, par rapport à moi, notre relation, enfin voilà, elle a pas changé. Ah ben, non, aucun cas aurait pu changer. Bon. Et papa, c'est pareil, par rapport à moi, il se dit pas que voilà, je suis pas sa fille ou... Sûrement pas, mais tu es sa fille, Axel. Oui. Tu es sa fille, point. Oui, mais je suis rassurée parce que... Il y a aucun doute là-dessus. Malgré qu'il ne soit pas ton père qui t'aime, mais qu'en plus tu es une fille de l'amour. Oui, ok. Voilà, parce que ça, t'es une fille de l'amour. Oui, mais ça fait du bien de l'entendre aussi. Bon, mais je te fais de gros bisous. Bonne journée à toi. Ça m'a fait du bien d'en avoir parlé avec elle. C'est plus un sujet vraiment tabou, mais il est quand même en quelque sorte, puisque ça touche des liens très personnels voilà, au niveau de mon père, même de ma mère, et puis d'une relation extra-conjugale. Donc, c'est pas forcément évident tout le temps d'en parler. Entouré des siens, aujourd'hui, Axel se reconstruit et accepte la vérité. Salut. Renaud, c'est son meilleur ami et c'est aussi un proche de la famille d'Axel. Tiens, regarde, c'est un album que j'ai fait il y a pas longtemps. J'ai retrouvé des photos de moi quand j'étais bébé. Ah oui. Aujourd'hui, quand elle regarde les photos de sa famille, la différence avec son père lui saute aux yeux. Par rapport à cette photo-là, on voit quand même la différence avec mon père. On voit qu'il y a un peu moins de ressemblance. C'est vrai. Quand on voit mes frères et sœurs, tu vois, on n'a pas la même couleur de cheveux. Moi, j'ai les yeux bleus comme mon père biologique et eux, ils ont les yeux verts ou marrons. Après, quand on a appris forcément la vérité, on voit plus les traits physiques qui sont différents. La ressemblance avec mon père biologique, oui, me dérange un petit peu, puisque c'est ce qui me fait me rendre compte que j'ai pas le même père que mes frères et sœurs. Ou même si je me focalise pas là-dessus, oui, j'aurais aimé ne pas avoir ces différences-là, c'est sûr.
Aujourd'hui, le problème d'Axel, c'est comment transmettre cet héritage à ses propres enfants. Alors, qu'est-ce que c'est que tu peins? C'est quoi? Un toboggan. Un toboggan. Je annoncerai à Zoé qu'elle a un autre grand-père. Quand elle sera plus grande, et c'est là où je me ferai aider pour pas l'annoncer maladroitement et que voilà, elle le prenne mal, qu'elle pense que je lui ai menti, alors que c'est pas le but, c'est juste qu'elle apprenne au bon moment, quand elle sera capable de comprendre. Et puis ce sont les petits-enfants de mon père de cœur et avec qui ils vont partager plein de petits moments. C'est pour moi. Oui. Il est très joli, c'est plein de couleurs. Ouais, il y a rose, vert, un gros bisou d'amour. Réaction d'Axel à ces images? Un peu émue, parce qu'en plus, j'avais pas vu le reportage, donc un peu émue. Et on a l'impression quand même que vous avez du mal à faire craquer l'armure. Oui. Pourquoi? Parce que j'ai un peu travaillé aussi sur moi et je sais que voilà, maintenant j'assume cette histoire. Donc j'ai pas à en pleurer en plus. Parce que j'ai eu la confirmation voilà, que j'étais une enfant née de l'amour. Et puis avec mon père de cœur, tout va très bien. Donc j'ai pas à pleurer de cette histoire. Alors ça doit pas être facile pour votre père de cœur de passer son temps à entendre que vous êtes une enfant de l'amour. Après, je pense qu'ils en parlent plus. Je pense que voilà, moi, c'est parce que j'avais besoin d'avoir la confirmation. J'avais besoin de savoir vraiment si j'étais un accident, si c'était voilà, qu'elle n'avait pas pu effectivement avorter parce que, comme avec mon père, elle essayait d'avoir un enfant, c'était délicat. Mais non, je pense qu'après, eux, ils ont réglé leur histoire entre eux. Est-ce que vous, ça a changé les liens que vous avez avec votre père de cœur? Ça nous a renforcés. Ça les a renforcés parce que j'imagine qu'on doit éprouver un peu de culpabilité à découvrir la vérité comme ça. Et oui. Qu'est-ce qu'on ressent vis-à-vis de son père de cœur? Surtout que j'ai pas eu le courage, moi, de lui en parler. J'ai laissé ma mère faire. Maintenant, la première fois quand on s'est revus, il m'attendait et il m'a pris dans ses bras, il m'a dit qu'il m'aimait, il a embrassé ma fille. Et voilà, il m'a dit « je suis ton père, je t'aime, je t'aime ». Donc ça aussi, ça fait du bien à entendre parce que j'avais peur justement que les liens soient... distendus. Voilà. Donc non, au contraire, maintenant ça nous a rapprochés. J'ai entendu encore récemment qu'il m'aimait, donc ça fait du bien pour quelqu'un qui est très réservé de parler de ses sentiments. Ça fait plaisir. Pourquoi vous êtes là aujourd'hui? Plus pour parler, enfin pour dire aux gens qui détiennent un secret aussi important, de ne pas le garder pour eux. De se faire aider, d'appeler des gens, de se renseigner autour d'eux, comment ils peuvent avouer un tel secret, mais de ne pas le cacher à leur enfant. Parce que je pense que pour qu'on puisse se construire, enfin pour qu'un enfant se construise, c'est important de savoir qui on est, d'où on vient, et l'apprendre le plus tôt, je pense que c'est le mieux. Alors effectivement, à un certain moment, mais pas de l'apprendre quand on est déjà maman, avec des enfants, et qu'on ait ça à porter pour après l'annoncer par la suite à ses enfants. Mais en l'occurrence, votre mère, elle n'a pas gardé un secret, puisqu'elle ne le savait pas elle-même. Alors voilà, c'est toute la question. Moi, je pense quand même qu'elle s'en doutait, qu'elle le savait. Frédéric? Je pense aussi, je pense que vous avez raison. Sinon, ça n'aurait pas transpiré, sinon votre conjoint n'aurait pas été informé de ça. Donc le doute était suffisamment fort pour que d'autres personnes en parlent ou le sachent. Donc forcément, votre mère, d'une certaine manière, le savait aussi. Mais il y a quelque chose de très positif, ce que vous dites, et c'est vrai, on ne doit pas garder un secret sur ses origines. C'est trop important parce que c'est une partie de votre vie qui vous est enlevée. Là, elle vous est restituée d'une manière, c'est pas évident, c'est un choc. Mais en même temps, ce qui est positif, c'est par rapport à vos enfants. Parce qu'un secret se transmet. S'il n'est pas dit, s'il n'est pas exprimé, il se transmet d'une manière ou d'une autre aux générations suivantes. Alors, il se transmet par la reproduction, il se transmet par la réparation. Donc, quelque part, ça condamne les générations à une réparation ou à une reproduction. Donc là, c'est brisé, ça. Donc, tant mieux pour vos enfants. Et je crois que par rapport à vos enfants, vous avez dit très bien, je me ferai aider si je ne trouve pas les mots. Donc, c'est très bien. Et puis, le dire le plus simplement possible, c'est votre histoire. Il y a des choses dont vous n'êtes absolument pas responsable, alors, mais c'est votre vie. Comment on doit dire ça à un enfant? C'est important d'expliquer aux enfants que la vie, elle n'est pas linéaire. Parfois, on tombe amoureux de quelqu'un qui est marié, ou on tombe amoureux alors qu'on est marié, qu'on ne l'a pas forcément... C'est important de dire aux enfants, ça?
Ben oui, parce que les ça enfants arrive. leur racontent d'histoires de princesses, ils rencontrent leur prince charmant. Oui, mais c'est bien aussi de leur parler de la réalité aux enfants, parce qu'ils la connaissent souvent, la réalité. C'est les enfants d'aujourd'hui, alors ça Peut-être, oui, peut-être. Mais en même temps, ça fait des enfants qui aussi ne seront pas dans une reproduction inconsciente. Donc pour eux, c'est les libérer de quelque chose. C'est vraiment très important. C'est un poids qu'on ne leur met pas sur les épaules. Donc c'est important de leur dire, sans culpabilité, parce que vous n'avez pas de culpabilité à avoir, vous n'êtes pas responsable de cette histoire. Mais par contre, c'est votre histoire. Donc c'est de la raconter, effectivement, de dire que parfois les choses sont compliquées, et puis que c'est ça qui est arrivé, mais qu'effectivement, votre père, c'est celui qui vous a élevé. Parce que c'est votre père de cœur, parce que c'est lui qui était là quand vous étiez malade, parce que c'est lui qui vous a accompagné dans vos premiers temps à l'école, qui vous a rassuré. Donc la paternité de cœur est parfois bien plus riche que la paternité biologique. Donc vous récupérez une partie de votre histoire, mais vous avez toute la richesse aussi de la relation avec votre père de cœur. Et c'est souvent, vous posiez la question de savoir la relation qu'on peut avoir après. Mais ce que vous décrivez, c'est souvent le cas, c'est-à-dire que ça rapproche. Ça rapproche et puis ça permet aux gens d'exprimer leurs sentiments. Même quand il y avait de la pudeur avant, bah là, on a plus envie de dire qu'on s'aime. Et pour ça, c'est bien. Laura, après avoir fait part à votre mari de vos doutes quant à sa paternité, il a finalement décidé de reconnaître cet enfant et vous avez continué votre vie à trois. Qu'est-ce qui était le plus dur à vivre pour vous ? Eh ben, du fait que mon enfant ne soit pas de mon mari, puisque ce n'était pas du tout ce que j'attendais. Ce n'est pas ce que j'avais prévu pour moi. Donc, vous en étiez sûre ? Plus les jours avançaient et plus la ressemblance y était. Alors, qu'est-ce que vous avez décidé ? Alors déjà, j'ai retrouvé mon amant. Vous avez décidé de le contacter ? Oui. Pour lui dire ? Voilà, pour lui annoncer que cet enfant était de lui. Et donc, il l'a bien pris. Et d'ailleurs, il s'en doutait lorsqu'il a appris que j'étais enceinte. Il avait de gros doutes. Donc, on a repris cette relation. Ah bon ? Bah oui. Bon. C'était bien, alors on a repris. Sauf que là, j'ai bougé. J'ai quitté mon mari pour partir vivre avec mon amant. Il était d'accord pour que vous viviez avec lui ? Ah bah oui. Et d'accord pour assumer sa paternité ? Totalement. Totalement. Donc vous avez annoncé à votre mari que vous partiez ? Oui. Comment a-t-il réagi ? Au secours. Comment ? C'était au secours. C'était une colère inimaginable. Bah, si, on peut imaginer que ça n'a pas dû lui faire très plaisir. Oui. Je comprends aussi. Vous étiez dans quel état d'esprit après avoir pris la décision de tirer un trait sur votre mariage ? J'étais quand même beaucoup mieux, soulagée. Et puis je me suis dit, ça y est, tu vas vivre avec le père de ton enfant. C'était plus clair pour vous ? C'était plus clair, c'était ce que je voulais, c'était ce que... Voilà, donc c'est ce que j'ai fait. Comment ça s'est passé, cette nouvelle vie ? Alors, pas facile pour le père biologique de donner l'enfant, en fait, tous les 15 jours. On n'avait pas le choix. Un week-end sur deux, l'enfant allait chez le père légal. Mais vous trouviez ça normal ? Oui, dans le fond, puisque de toute façon, il l'avait assumé. Et puis d'un autre côté, non. Mais bon, je me mettais à la place du père légal. C'était son enfant. Vous aviez divorcé ? On était en cours. Et il a réussi à m'enlever la garde de mon enfant. Complètement ? Complètement. Comment l'avez-vous vécu ? Très mal, j'ai fait des tentatives de suicide. C'était il y a combien de temps ? Il y a encore 5 ans en arrière. Vous en êtes où aujourd'hui ? Aujourd'hui, c'est beaucoup mieux. Je suis remariée. J'ai un enfant. Avec qui ? De mon nouveau mari. C'est bien le père. père. Entre-temps, ça n'a pas tenu avec l'amant. Non, alors. Je ne savais plus où est-ce que j'en étais, donc ça n'a pas tenu. Et donc, entre-temps, vous avez peut-être Quelques années plus tard, en fait, j'ai rencontré un autre homme, auquel on s'est mariés et on a eu un enfant. Et c'est bien lui le père. Là, vous en êtes sûre ? 100%. Mais sur la paternité réelle de votre enfant, vous avez encore des doutes ou pas ? Non, absolument pas.
Bon. D'ailleurs, mon enfant connaît la vérité parce que c'était pour moi important qu'il sache, qu'il grandisse. Donc, il le sait depuis plus de 3 ans. Et comment vous allez, vous? Beaucoup mieux quand même. Après, il y a la souffrance toujours, le manque de l'enfant, des années que j'ai perdues et que je ne réparerai jamais. Ouais. Ça reste toujours sensible au niveau de ça. Une réaction de Frédéric? Je trouve que c'est une histoire très douloureuse. Et le fait à un moment donné, c'est vrai qu'on fait des choix dont on ne mesure pas forcément toute l'implication. Je ne suis pas fière de ce qui s'est passé, je ne suis pas fière du tout. Surtout que je ne suis pas comme ça dans ma personnalité. Comme quoi, tout peut arriver. Comme quoi? Je suis quelqu'un qui attache une très grande importance à la fidélité. Voilà. Donc le fait que j'ai fait un écart, c'est vrai que je suis aussi surprise de... Mais c'est pas tant là-dessus, c'est surtout sur le fait que, mais vous l'avez expliqué en début d'émission, vous étiez jeune, donc vous n'avez pas réalisé que avoir envie de vivre une autre histoire juste avant de se marier, ça voulait dire quelque chose, ça voulait dire que voilà, la relation de couple dans laquelle vous étiez, quelque part, n'était pas viable. Et ce qui est dramatique, c'est toutes les conséquences après en cascade que ça a eu sur votre vie. Ça a beaucoup impacté le fait de ne pas avoir pu faire ce choix. Géraldine, vous viviez une histoire d'amour passionnelle avec un homme marié. Lorsque vous êtes tombée enceinte, vous lui avez fait croire jusqu'au dernier moment que vous alliez interrompre cette grossesse. Jusqu'où êtes-vous allée dans votre mensonge? Tellement loin que j'ai dû aller accoucher sans qu'il le sache. Donc pour lui, je lui ai fait croire que j'allais avorter, donc j'ai accouché seule. Mon mensonge m'a emmenée jusque-là. Je pense que c'est le seul moment où je regrette de ne pas lui avoir dit le jour même que j'allais accoucher. Donc, alors, voilà. Quand vous êtes rentrée à la maison avec votre bébé, et là, vous avez dû lui dire la vérité ou il l'a apprise des visus? Je lui ai pas dit jusqu'à ce qu'il arrive 8 jours après. Donc, comme je lui avais dit que je partais aussitôt voir une amie. Donc, le 8e jour arrive, donc sonne à la porte. Donc, je ne pouvais plus revenir en arrière de mon grand mensonge. Donc, j'ai ouvert la porte. On s'est regardé, il m'a regardé. J'ai tout de suite compris qu'il avait deviné. Il m'a posé la question où elle est. Peut-être qu'il a vu que vous aviez un tout petit peu dégonflé. J'avais plus rien, quoi. Il n'y avait plus de ventre, il n'y avait plus rien, sauf le mensonge qui était là. Ouais. Et peut-être qu'il a entendu des cris de bébé dans le... Non, pas du tout. L'enfant dormait dans sa chambre. Donc c'est vrai qu'il est resté sans émotion. J'aurais voulu qu'il hurle, même qu'il me donne une gifle. Non, mais qu'est-ce qu'il aurait pu penser, quoi? Vous auriez pu avorter aussi. Oui, il avait pensé à ça. Non, mais quand il a ouvert la porte, il a vu que vous n'aviez plus le bébé, mais enfin, vous auriez pu vous en séparer aussi. Je pense qu'il a compris que je lui ai menti depuis le début. Donc, je ne pouvais plus lui cacher la vérité. La vérité, elle était là. Donc, l'enfant était là. Donc, comment a-t-il réagi? Sans réaction. J'aurais préféré qu'il hurle ou même qu'il me donne une belle gifle, mais rien. Indifférent? Indifférent, complètement. De toute façon, on était introvertis. Donc... je vais toujours reprocher ce côté introverti, donc égal à lui. Voilà. Et est-ce qu'il a quand même décidé de s'impliquer auprès de cet enfant? Non, non, je m'en occupais la plupart du temps, mais quand j'ai besoin de lui, c'est vrai qu'il était là, il m'accompagnait, il l'emmenait même aussi chez la nourrice, la chercher, la déposer, mais il était là, quelquefois. Quelquefois? Oui. Vous réagissiez comment, vous, à ça? Ça vous convenait toujours? Vous étiez toujours d'accord sur tout? Non, on ne va pas dire que ça me convenait, parce que je pense qu'au travers de la naissance de cet enfant, je pensais qu'il allait peut-être rester un peu plus. J'avais cette lueur d'espoir, mais non. Sa décision, elle était qu'un jour ou l'autre, il allait partir, et qu'il n'allait pas se détacher de sa femme comme ça. Même l'enfant n'a pas fait. Changer d'avis? Non. Alors, progressivement, est-ce qu'il s'est effacé de la vie de votre enfant et de la vôtre? Ça s'est fait en 2 étapes. Donc, progressivement, il s'est détaché de la petite. Donc, je pense plutôt de peur de s'y attacher. Voilà, il s'éloignait petit à petit, mais pas comme ça. Tout doucement, ça s'est fait. Donc, vous avez senti qu'il s'éloignait de vous aussi, j'imagine? Oui.
Donc vous étiez malheureuse de cette situation? Malheureuse, oui, mais bon, j'ai tout accepté par amour. Je pense que l'erreur, je dis pas que c'est une erreur, mais bon, c'est vrai que par amour, on fait beaucoup de choses. Donc voilà. Est-ce que vous êtes toujours en contact avec cet homme? Longtemps après, j'ai toujours été en contact, mais sans qu'elle le sache, ou il le sache. Donc, Et eux, ils sont en contact, votre fille et cet homme-là? Pas du tout. Quelles ont été les conséquences de ce départ sur votre état d'esprit? J'étais malheureuse parce que je me suis quand même investie dans mon amour pour lui. Bon, je pense que quelque part, lui aussi nous aime. Et est-ce qu'il pense à nous? Je ne sais pas. J'aimerais bien lui poser cette question, lui demander s'il me pardonne. Parce que c'est vrai que je rigole beaucoup, mais bon, c'est dur d'avoir menti comme j'ai menti. Et pourquoi vous témoignez de manière anonyme? Déjà, de la peur d'être jugée, et je pense que beaucoup de gens jugent facilement, sans connaître l'histoire. Et comment voulez-vous qu'ils vous reconnaissent si vous témoignez masqué? Peut-être le fait d'entendre un peu, ou s'il regarde, il va comprendre c'est son histoire et la mienne. Peut-être. J'ai toujours cet espoir. Est-ce que votre enfant vous pose des questions aujourd'hui sur l'identité de son papa? Ah oui, complètement. Oui, elle me pose la question quand est-ce qu'il reviendra. Bon, moi, j'avais toujours ce mot, je ne sais pas, mais bon, petit à petit, j'ai quand même pu préserver une photo. Donc, dès que le besoin s'en fait sentir, surtout pour elle, elle peut m'en parler quand elle veut, mais je lui dis, c'est mon histoire, j'ai aimé profondément son père. Et je pense qu'elle avait besoin de ça, mais avec ses mots d'enfant, parce que je pense qu'elle est trop petite aussi pour savoir la vérité. Voilà. Est-ce que vous avez des questions à poser à Frédéric? Est-ce que vous voulez profiter de votre présence sur ce plateau? Ouais, j'ai l'impression que je suis coupable de beaucoup de choses, d'avoir donné la vie à un enfant par rapport à ce mensonge, d'avoir aimé quelqu'un aussi fort pour avoir donné la vie à un enfant. Et voilà, coupable de quoi, je ne sais pas. Est-ce que j'ai envie qu'il me pardonne sur tout ça? Mais je ne regrette rien, cette histoire. C'est tout ce que j'avais dit. Moi, je pense que c'est important que vous pardonniez pour pouvoir avancer avec votre fille, plutôt que d'attendre le pardon venant de la part de cet homme, de vous donner ce pardon et d'assumer cette histoire, surtout vis-à-vis de votre enfant, parce que c'est votre histoire, mais c'est aussi la sienne. Oui, je lui explique. Voilà, donc c'est important qu'elle sache que vous l'avez voulu. Ah, bien sûr. Peut-être à un moment donné, voilà, pas forcément en accord avec cet homme, mais que vous vous aimiez beaucoup avec cet homme, et surtout qu'elle n'est pas responsable de l'absence de son père à vos côtés. Je me dois de lui dire la vérité. Ça, c'est très important. Oui, qu'elle n'est pas responsable du fait que son père ne soit pas là à vos côtés. Je ne veux pas qu'elle grandisse avec le mensonge comme moi je l'ai fait par rapport à son père. Mais c'est bien. Déjà, voilà. Ça, vous avancez par rapport à cette culpabilité. Mais c'est important de vous donner ce pardon-là pour assumer. C'est votre vie, vous avez fait des choix. Peut-être à certains moments, ils ont eu des conséquences dont vous n'aviez peut-être même pas mesuré l'implication. C'est surtout ça. Et je pense que vous étiez aussi dans une forme d'illusion à un moment donné. Vous savez, on peut être dans la pensée magique. On pense que peut-être un enfant, ça peut être quelque chose de tellement fort que ça modifie des choses. Et là, vous avez atterri dans la réalité, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas avancer avec cette réalité et qu'il faut déjà assumer ce qu'on fait. Et on fait des pas par rapport à ça. J'assume. Mais c'est bien. Merci. Valérie, vous êtes tombée enceinte de votre amant, mais il a refusé de s'intéresser à cet enfant. Est-ce qu'il s'est finalement ravisé à la naissance de votre bébé? Non, pas du tout. Donc j'ai accouché toute seule. Vous disiez tout à l'heure que les 2 derniers mois de grossesse, vous avez préféré occulter le fait qu'il soit parti pour vous concentrer sur les préparatifs de la naissance, sur le bébé, etc. Comment vous avez vécu le fait d'accoucher seule et les premiers jours de la vie du bébé sans lui? J'espérais quand même que... Parce qu'il était avisé, donc qu'il était... Il se manifeste? Par un texto, parce que naturellement, je ne voulais pas téléphoner, envoyer un texto. Et je lui ai donné 24 heures pour se manifester. Il n'est pas... Enfin, dans mon esprit, 24 heures. Hein. Et je n'ai pas eu de téléphone, rien du tout. Il est venu voir son enfant 2-3 semaines après. J'en ai profité pour pouvoir faire quelques photos.
Après, il est venu quand il avait... De lui avec son enfant? Oui, dans les bras. Entre-temps, vous l'aviez déclaré, évidemment, votre enfant? Non, j'ai déclaré, moi, l'enfant. Et on m'a demandé le nom du père, donc j'ai donné le nom du papa. Donc il y a une avocate, vu qu'il ne s'est pas manifesté, il y a une avocate qui a été chargée de faire une recherche en paternité. Et ce monsieur a été convoqué chez cette avocate. Il y a eu une convention pour une droit de visite et pension alimentaire. Il a accepté cette pré-convention. L'avocate lui a dit, bon, je fais les papiers définitifs. Et elle lui a fixé une nouvelle date qu'il n'a jamais honorée. Donc il a pris la poudre d'escampette. Oui, exactement. Vous en êtes où aujourd'hui? Je suis très heureuse. Pour moi, si c'était à refaire, je referais exactement la même chose. Vous êtes très heureuse, pourquoi? Parce que mon enfant, c'est ma joie de vivre. J'en ai un autre qui est beaucoup plus grand. Mais le fait d'avoir ce deuxième enfant, ça me comble de bonheur. Et puis, je suis très heureuse. Même. Donc, le père ne s'est jamais manifesté? Jamais, depuis? Jamais. C'est-à-dire que vous lui avez jamais pardonné à cet homme-là d'avoir pris la poudre d'escampette, de ne pas s'être jamais... aimer son propre enfant. Qu'il soit parti, c'est son problème. Mais je ne conçois pas qu'un homme puisse ne pas avoir besoin de passer du temps avec son enfant. Un commentaire de Frédéric là-dessus? Juste, je voudrais réagir par rapport à ce que vous avez dit sur le fait que vous aviez du mal à comprendre qu'un homme ne puisse pas aimer son enfant. Oui. Mais je ne pense pas que... je pense que c'est important que vous fassiez attention à ce que vous allez dire à votre enfant là-dessus et de ne pas le formuler de cette manière, parce que ça n'est pas la réalité. Comme il n'a pas créé l'attachement avec l'enfant qui a grandi, qui est devenu... sinon, le risque, c'est que votre enfant ne se sente pas aimable par rapport à ça. Alors que c'est la situation, c'est le fait qu'il ne soit pas disponible, c'est tout un tas de choses. Ce n'est pas pour défendre cet homme, mais c'est par rapport à votre enfant. Faire attention à tenir ce discours de ne pas dire que cet homme n'aime pas cet enfant tel qu'il est aujourd'hui. Non, il fera quand il sera adulte et en âge de le faire, il fera les démarches qu'il veut. Voilà. Mais pour le moment, je le préserve. Non, mais il ne s'agit pas de faire des démarches, mais c'est dans la manière de formuler l'histoire de votre enfant. Mais je lui en parle bien, mais je lui explique quand même la vérité. On ne peut pas cacher un enfant. Non, bien sûr. Bien sûr. Voilà. Merci à toutes de nous avoir livré ces témoignages avec autant de sincérité. Axel, nous espérons que cette émission vous aura permis d'avancer et nous prendrons de vos nouvelles très bientôt. Merci d'être venu nous voir. Dans la deuxième partie, depuis quelques semaines, j'ai le plaisir de retrouver celles et ceux qui sont passés sur notre plateau afin de recueillir leurs confidences. C'est un moment privilégié que l'on affectionne tout particulièrement car il nous permet d'en savoir un peu plus sur la vie de chacun. Alors aujourd'hui, c'est Solène et Madeleine qui ont accepté de revenir sur leur parcours. Bonjour à toutes les deux. Merci d'être à nouveau présentes pour ce nouveau numéro de l'Histoire continue. On va commencer avec vous, Solène. Nous avions fait votre connaissance le 21 novembre 2007 dans une émission intitulée « Comment trouver sa place avec un physique particulier ». Quelle est votre particularité physique? Alors, ma particularité physique, c'est que je mesure 1,87 m. Voilà, et que j'ai pour habitude de porter des talons, en plus. Vous avez l'habitude de porter des talons? Oui. Est-ce que je peux vous demander de vous lever? Je vais me mettre à côté de vous. Alors là, aujourd'hui, j'ai poussé le vis. Ouh là là. C'est vrai que moi, je ne dis pas combien je mesure, d'abord. Mais bon, je suis plus petite, hein, ça c'est sûr. Et il faut dire que vous avez mis combien de talons? Ah non, j'ai poussé le vis aujourd'hui, j'ai mis une dizaine de centimètres. Ah bon, voilà. C'est aujourd'hui en particulier ou ça vous arrive souvent? Oui. Non, c'est rarement 10 cm juste par confort dans une journée où c'est compliqué de marcher avec 10 cm de talons toute la journée. Mais sinon, oui, je sors souvent avec 3-5 cm de talons. Est-ce que vous avez joué au basket avec une taille comme ça? Non, je ne joue pas au basket. Dommage, parce que moi, j'ai joué au basket. Vous voyez un peu le mal que j'ai eu. Alors, vous aviez 18 ans lorsque Jean-Luc Delarue vous a rencontré. Pourquoi aviez-vous souhaité témoigner à l'époque?
Eh ben, j'avais souhaité témoigner pour essayer de passer un message positif pour les gens qui avaient justement des physiques particuliers et qui avaient du mal à s'adapter, etc. Vous étiez bien dans votre peau à 18 ans ? Je pensais être bien dans ma peau à 18 ans. Quand j'ai regardé l'émission, j'ai trouvé qu'il y avait un peu un décalage avec ce que moi je voulais que les gens voient de moi et l'image que j'avais donnée ce jour-là, parce que je trouvais que tout était un peu fouillis et que j'étais un peu trop ado. Enfin, je n'étais pas très ancrée. Vous êtes sur le plateau pour vous réconcilier avec vous-même, peut-être. Peut-être, je sais pas. Mais je n'étais pas très ancrée dans ma féminité, je trouvais. Avant de découvrir où vous en êtes aujourd'hui, je vous propose tout de suite justement de regarder un extrait de votre précédent passage à Toute une histoire. C'était il y a 6 ans et pourtant vous faisiez déjà preuve d'une sacrée dose d'autodérision pour votre âge. Je mesure 1m87, je vais pas pouvoir rapetisser, donc il faut faire avec. Quand Solène était venue sur le plateau de Toute une histoire, en 2007, elle n'avait que 18 ans. En pleine croissance. 18 ans. En pleine croissance. Oui, on arrête de grandir à 21 ans, donc... Vous grandissez encore ? J'ai grandi d'1 centimètre encore cet été, ouais. Solène assumait complètement d'attirer sur elle le regard des autres. Je porte souvent des talons, oui. Provoque ? Provoque. Une façon de s'assumer aussi, et puis de se sentir sexy, femme. Voilà, qu'on me remarque. Encore plus. Encore plus. Encore plus. Parfois, on a envie de se cacher dans la vie. Non, pas moi. Jamais. Vous avez toujours été à l'aise avec ça? Ouais. J'essaie d'en faire mon atout et plus les gens me remarqueront et ça me fera plaisir. À l'époque, Solène acceptait son physique, mais elle se demandait comment le transformer en atout. 6 ans après, c'est une nouvelle femme qui aime dévaliser les boutiques avec son amie Anne. J'adore les certelles. Ouais, Depuis l'émission, Solène s'est forgée une vraie personnalité. Et niveau look, la jeune femme n'a peur de rien. Regarde la bleue, là. Alors effectivement, qui est très lookée années 80, ouais. mais... Les gens, ils te regardent parce que t'es grande, mais en plus, ils te regardent parce que t'as un look hyper excentrique, et donc t'assumes totalement, en fait. Bah oui, j'assume les deux. Ouais. Est-ce qu'ils me regardent parce que je suis grande ou est-ce qu'ils me regardent parce que j'ai un look complètement excentrique? Du coup, je ne sais pas. Trop bien! Regarde. Ah, tu l'as trop bien, trop belle. Ah ouais? Elle est belle, hein? Ah, mais je suis bien contente de cette robe verte. Ouais. C'est un coup de cœur. Un choix de vêtements qui correspond aujourd'hui à une nouvelle vie. Solène est devenue comédienne. Et c'est avec Marie, sa co-auteure, qu'elle a rendez-vous pour travailler sur le spectacle qu'elle va jouer ce soir. Hello! C'est qui est là? Salut ma biluche! Alors? Tranquille ou quoi? Ouais, ça va et toi? Solène doit incarner un personnage déjanté, nommé Duchesse. C'est comme ça que mes potes, ils ont commencé à m'appeler au début, tu vois, avec tous mes bijoux bling-bling et ma personnalité un peu extravagante. Et je me suis dit, mais tiens, mais oui, mais pourquoi pas en fait créer un personnage et m'en servir pour faire plein d'autodérision. Donc bah vas-y, on va se faire un petit... Que je me chauffe un petit peu pour ce soir. À quelques heures du spectacle, Marie est venue l'aider à gérer ses déplacements sur scène pour faire de sa taille un atout. Enfin, sois bien dans ton corps, tu vois, que jusqu'au bout et que tu sois pas en molle. Ouais, pas les mains molles. Voilà, exactement. Alors là, attends, j'entends un ou je tends les deux et après je fais comme ça. Comme ça, dans ce sens-là. Hop, et là tu matches, tu vois, mais genre en mode ferme, tu vois. Si t'ancres bien ton corps et que t'es détendu et que t'arrives et que tu t'amuses, tu vas amuser les gens. C'est sur la scène d'un cabaret parisien que Solène va se produire ce soir. Et ce n'est plus Solène, mais la Duchesse qui se prépare à entrer en scène. Alors venez avec moi, on va jeter un œil dans la salle pour voir s'il y a un peu de monde ce soir. Mais à quelques minutes de son passage, la tension monte. J'ai envie de mourir ou vomir, hein, ça dépend. Mais sinon ça va, tout va bien. C'est maintenant au tour de Solène, et elle va devoir convaincre son public. Faites un triomphe, donnez tout ce que vous avez pour la Duchesse! 1m87. C'est ma façon de dire bonsoir. Oui, ce sont mes vraies jambes. Pourquoi vous êtes jalouse? Je fais donc 1m87 dans ce sens-là.
Mais je fais aussi 1m87 dans ce sens-là. Si par exemple on me demandait de mesurer la scène du Paris-Paris, eh bien très naturellement, je pourrais vous répondre que cette scène fait donc 4 duchesses et demie. C'est un rêve qui est en train de se réaliser petit à petit. C'est un régal de monter sur scène et j'ai hâte d'y retourner, vraiment. Solène, la duchesse, tout le spectacle porte sur votre physique? Alors non, c'est l'entrée du spectacle qui porte sur ma taille, parce que de toute façon, les gens le remarquent, donc il faut en parler d'emblée. Donc c'est pour ça que l'entrée du spectacle se fait avec 1m87, c'est ma façon de dire bonsoir. Et après, voilà, je décline avec toutes les questions récurrentes que les gens ont l'habitude de me poser. Toujours sur le physique? Toujours sur le physique, voilà, pendant les 7-8 premières minutes. Et quelles sont les questions qu'on a l'habitude de vous poser? Bah, si je joue au basket, voilà, comme vous l'aviez fait très justement. Pardon d'être aussi prévisible. Qu'est-ce qu'on me pose d'autre comme question? Mais je sais pas si je trouve des petits copains à ma taille, c'est une question qu'on me pose assez souvent. Et alors, qu'est-ce que vous répondez à ça? Mais oui. Il y a plein d'hommes qui mesurent plus d'1m87 à Paris, je vous assure. Avec du recul, que pensiez-vous de celle que vous étiez quand vous aviez juste 18 ans? Je trouve que c'était un peu too much. J'étais vraiment dans la démonstration d'une féminité, mais qui n'était pas très juste. Enfin, c'est ce que moi j'ai ressenti en regardant les images et en les re-regardant. Ouais. Parce que je pense que j'avais cette crainte que les gens ne me considèrent pas comme une vraie femme. Parce que souvent, j'en entends même des gens dans la rue qui me disent « Mais c'est une femme ou non, mais non, c'est un homme. Mais non, mais si, regarde, mais c'est une femme. » Et en fait, d'être dans cette crainte-là... C'est pas très agréable. Bon, je passe au-dessus parce que je peux en rigoler. Enfin, j'aime bien quand c'est moi qui décide d'en rire. Comment vous répondez? Qu'est-ce que vous leur répondez quand vous entendez ça? Je réponds pas. Je réponds pas parce que je trouve ça déplacé et idiot et j'ai pas grand-chose à dire aux idiots au final. Mais non, je réponds pas. Mais c'est vrai que c'était dans cet état-là que j'étais quand j'avais 18 ans. Et cette crainte qu'on me considère pas forcément comme une fille ou pas, c'est pour ça que j'en faisais beaucoup dans mon look, dans mon style, etc. Alors, en devenant comédienne, vous avez atteint l'objectif que vous étiez fixé. Comment vous est venue l'idée de vous produire seule sur scène? Est-ce que c'est une sorte d'exutoire? Alors, au moment où j'avais fait l'émission en 2007, donc je prenais des cours de théâtre classique, j'étais partie sur une voie pour être comédienne de théâtre classique et j'ai un professeur qui m'avait susurré cette idée en me disant ce serait vraiment intéressant avec ton physique, tu sais, quand on a un physique atypique, etc. Les gens, je pense que vraiment ça leur plairait quoi, de voir quelqu'un de grand avec les grands bras, les grands gestes, etc. Il y a quelque chose à faire. Et j'étais vraiment pas prête, donc il fallait attendre que le projet mûrisse. Et je me suis lancée que cette année dans ce seul en scène qui, bien évidemment, laisse place à beaucoup d'autodérision sur ce physique atypique. Le coup de l'envergure des bras, là, c'est vrai? Oui, c'est vrai. C'est-à-dire que moi, si je fais ça, je fais ma taille. Voilà, en principe, oui, au même titre que l'avant-bras correspond à la taille de notre pied. De notre pied? Oui. Oh non, il est comme ça, en principe. Non, c'est pas possible. À moins que ce soit des légendes urbaines, mais moi, ça correspond alors, en tout cas. Dites donc, moi, je suis 45 alors là. Je suis tout 36. Non, c'est pas possible. D'ailleurs, il suffit. On va vérifier. Eh ben. Ah, bah si, remarque. Si, ouais, à peu près. Si. Ouais. Et vous, voyons? Ah bah moi, j'ai un très long avant-bras, du coup. Ouais. Donc, il fait du 45. Et qui fait du 45. Bon. Pour quelle raison avez-vous accepté de venir sur notre plateau aujourd'hui? Eh ben pour que toutes les personnes qui aient un physique atypique ou du moins une particularité et qui ne se sentent pas forcément en phase avec son image puissent travailler dessus, même titre que moi je l'ai fait. D'ailleurs, ce serait un de mes projets de conseiller les gens et de les aider à s'accepter tels qu'ils sont. Conseillère en look? J'aimerais bien, ouais. Ou au moins en estime de soi, rapport à l'image, rapport au miroir, comment est-ce qu'on accepte son image quand on a un physique atypique ou même quand on s'aime pas. Mais donc ça veut dire que vous voulez pas rester comédienne, faire votre métier? Bien sûr. Si, bien sûr. Si, mais les deux sont possibles, je pense. Merci d'être venue. Je vous en prie, merci à vous. Il est temps à présent de prendre des nouvelles de Madeleine. Bonjour Madeleine. Bonjour. Je vous avais reçu le 4 octobre 2010. Voilà, je venais juste de reprendre cette émission sur un sujet douloureux. Leur enfant s'est donné la mort. Comment vivre sans lui? Un sujet extrêmement douloureux. Dans quelles circonstances ce drame s'est-il produit? J'étais au travail. Déjà, mon fils était dépressif. Il avait déjà fait des tentatives. Plusieurs? Oui.
Et donc ce jour-là, je suis partie au travail. Avec un pressentiment? Un petit pressentiment, parce que c'est vrai que le week-end s'était un petit peu mal passé. Il avait fait un petit peu la fête et on avait eu une petite embrouille tous les deux, mais bon, rien de grave. Enfin, pour moi, c'était rien de grave. Donc le lundi, je suis partie au travail, puisque je me lève très très tôt le matin. On n'avait pas le droit au téléphone. Donc au moment de ma pause, j'ai pris mon téléphone, j'ai écouté ma messagerie. C'était le lycée qui m'appelait en me disant ben, votre fils est arrivé à l'école, mais il est reparti de suite. Donc j'ai pris ma voiture, je suis allée rejoindre mon mari, qui était déjà au courant qu'il avait quitté le lycée. Et on l'a cherché partout. On l'a cherché partout, j'ai essayé de l'appeler. Donc, premier appel, rien sur sa messagerie. Et deuxième appel, ben, il avait marqué, il avait dit sur sa messagerie, oubliez-moi, je suis mort. Et ça a été... j'avais toujours cet espoir de le retrouver, puisqu'il l'avait déjà fait. Jusqu'au moment où je reçois un coup de téléphone du commissariat de police qui m'annonce qu'on avait retrouvé mon fils. Donc, avec mon mari, on y est allé. Et quand j'ai été reçue par le lieutenant de police, c'est là qu'il m'a annoncé qu'ils avaient retrouvé mon fils décédé sur le bord de la route. L'horreur, évidemment, de revivre ces moments-là. Il y a 3 ans, c'est vous qui aviez répondu à notre appel à témoins. Dans quel état d'esprit étiez-vous à l'époque? Effondré encore. Effondré, complètement effondré. Je vivais dans le déni. Vraiment le déni et replié complètement sur moi. Je veux dire comme ça que cette souffrance, voilà, on m'avait arraché le cœur, quoi, quand... Vous étiez venu combien de temps après la disparition de votre 7 ans. fils? 7 ans. 7 ans. Ce qui est déjà... C'était déjà long. beaucoup. Vous nous aviez donné alors l'image d'une femme rongée par la culpabilité et malgré les efforts déployés par votre fille, vous étiez encore dans l'incapacité d'avancer. Depuis 3 ans ont passé. Le temps a-t-il finalement fait son œuvre? La réponse dans ce reportage, ça se passe chez vous, à Épinal, dans les Vosges. Je savais qu'il était mal. D'ailleurs, il me l'avait dit. Je n'ai plus envie de vivre. Pris dans les affres de la drogue, Olivier, le fils de Madeleine, avait mis fin à ses jours en 2003. J'ai reçu un appel du commissariat de police qui m'a demandé de passer avec mon mari en me disant votre fils a été retrouvé au bord de la route, inanimé. Je dis inanimé, oui, il est mort. C'est l'horreur. Malgré les années, cette mère s'empêchait d'être heureuse pour ne plus vivre que dans le souvenir de son fils. Votre fils a disparu il y a 7 ans. On sent à quel point il est resté présent dans votre vie. De toute manière, à la maison, il n'y a que des souvenirs de lui. Je veux dire, dans mon salon, c'est un grand poster, c'est des photos de lui partout. Ouais, il est toujours présent. La profonde dépression de Madeleine faisait beaucoup souffrir sa fille, Angélique. Quand mon frère est décédé, bon, il y a eu, on va dire, la période du choc. Donc là, je veux dire, j'existais plus. J'ai le sentiment que ma mère, elle est encore il y a 7 ans. Yvonne Poncé-Bonissol, notre psychologue, avait constaté l'état de détresse dans lequel se trouvait Madeleine. Vous les gardez égoïstement, vos émotions tristes, si vous voulez. Donc il faut aller peut-être dans une forme d'ouverture vers les autres pour vous alléger de ce poids, mais c'est pas facile. C'est vrai qu'il y a encore un grand pas à franchir. Trois années ont passé et nous retrouvons Madeleine. Un revirement complet s'est opéré dans sa vie depuis son passage sur notre plateau. Je me suis relevée et c'est un poids, mais un poids qui
comment décrire, je veux dire, j'ai plus ce fardeau derrière le dos. J'ai envie de sourire, j'ai envie d'aller au cinéma, aller n'importe où. C'est pas banal. Parce que quand pendant 10 ans, on s'est refusé à vivre ça, je veux dire, maintenant, moi, je redécouvre comme un nouveau-né qui, ben voilà, ouvre les yeux. Cette bouffée d'oxygène dans sa vie, Madeleine la doit à une amie qu'elle a rencontrée il y a 1 an sur un réseau social. Le déclic, ça a été ma rencontre avec Muriel. C'est elle qui m'a fait comprendre qu'il fallait que je m'extériorise, que je discute. Maintenant, c'est la vie qui s'ouvre à moi. Madeleine, qui déversait tout son chagrin sur sa fille Angélique, construit désormais une nouvelle relation avec elle. Avec Angélique, ce qui a changé, c'est que je ne suis plus derrière elle sans arrêt. Et je peux lui dire, ta mère est heureuse maintenant. Et ta mère va vivre. Et ta mère t'aime. Muriel est l'amie grâce à qui ce changement radical a eu lieu, pour le plus grand plaisir d'Angélique, la fille de Madeleine. Ma mère, elle avait du mal à passer le cap. Tous les jours, j'ai eu la crainte qu'elle m'appelle pour me dire « Écoute, je suis pas bien, je suis en crise, ça va pas ». Aujourd'hui, c'est un très grand soulagement de ne pas avoir cette crainte perpétuelle de ce coup de fil, de la mort, comme on pourrait le dire. Je préfère largement qu'elle m'appelle pour me dire « J'ai fait du jardinage ». En rencontrant Madeleine, Muriel ne savait pas qu'elle prendrait une place si importante dans sa vie. Parfois, il y a des rencontres où il suffit qu'on se voit 5-10 minutes, ça passe bien, c'est un feeling. Et c'est ce qui s'est passé entre Madeleine et moi. Et puis, lorsque je me suis rendu compte qu'elle souffrait, je me suis dit, il faut que je l'aide. Et je l'ai boostée. Je lui ai dit qu'il fallait qu'elle continue à vivre, qu'elle reprenne les activités de la vie quotidienne, tout simplement. Madeleine, une nouvelle femme, mais aussi une nouvelle mère. Les rôles mère-fille étaient inversés à l'époque. Aujourd'hui, on repart sur des relations plus saines. Je lui raconte mes petites anecdotes en rigolant, en toute simplicité. Madeleine, elle est en train de s'en sortir. Elle a fait déjà de gros progrès par rapport à il y a 1 an. Et puis ça va continuer, j'en suis sûre. C'est avec Muriel, l'amie qui lui a redonné le sourire, que nous retrouvons Madeleine. Tant café, ma mumu. Merci. Les 2 femmes se voient dès qu'elles le peuvent pour partager des moments toujours placés sous le signe de la complicité. Et comme aujourd'hui, c'est ton anniversaire, j'ai un petit cadeau pour toi. Je t'offre ce petit bouquet de fleurs parce que je suis tellement heureuse que tu aies évolué. Merci. Voilà, bon anniversaire. En ce jour particulier, Muriel n'est pas la seule à vouloir faire plaisir à Madeleine. Sa fille Angélique tient elle aussi à la surprendre. Joyeux anniversaire. Merci. Bon, pour ton anniversaire, je t'ai préparé une surprise. Ah non, cool. Donc là, on va y aller. Eh ben, c'est une surprise. Donc tu sauras pas. Non, je te dirai pas. Mais si. Non, je te dirai pas. C'est la surprise. Je vais te bander les yeux. Et puis on va aller à la surprise. Ça va être super. Vas-y, avance. Angélique connaît le goût de sa mère pour les sensations fortes. Et elle sait que sa surprise fera son petit effet. C'est ouf ce qui m'arrive là. Tu trembles? Ouais, je suis... Allez, tu me suis. Tu peux enlever le bandeau. Je peux enlever le bandeau. C'est... Qu'est-ce que je vais découvrir? Oh, mais je vais m'éclater, là. Je vais... Je suis heureuse d'être avec toi. Partager ce moment avec toi, c'est... Ça fait si longtemps qu'on n'en a pas eu. Pour Madeleine, cette sortie est un grand pas vers une vie nouvelle, loin du deuil et des larmes. Angèle, tu es en avance sur moi, là. Mais je serai toujours devant toi, maman.
c'était génial. Quoi. Ouais, ça fait plaisir. Ouais, c'était trop bien. En cette fin de journée, Angélique s'est échappée pour aller préparer une dernière surprise à sa mère. Elle veut que ce moment privilégié passé avec elle soit inoubliable. Joyeux anniversaire. C'est trop. Joyeux anniversaire. C'est trop, c'est trop. Joyeux anniversaire, maman. Joyeux anniversaire. Merci, Niki. C'est super. Oh, quel cadeau tu m'as fait. Ton cadeau, là, c'est... Ben, moi aussi, j'ai un cadeau à te faire. Ouais, j'ai un cadeau à te faire parce que ça fait très, très longtemps que je voulais te le dire. J'étais entraînée pendant 10 ans dans mes malheurs. C'est fini, tout ça. C'est fini. Maintenant, on va vivre. J'ai plus le droit de te faire souffrir comme je t'ai fait souffrir. Quand tu dis ça, ça fait que plaisir. Donc, j'y croyais plus. Moi aussi. Madeleine et Angélique, long et douloureux chemin pour retrouver le goût de vivre. 10 ans, oui. Je vous ai regardé pendant ce reportage. À chaque scène de tendresse, vous baissez la tête, comme si vous vous étiez interdit d'aimer, finalement. D'aimer votre fille Angélique, d'éprouver des émotions. Vous avez dû vous fermer complètement pendant 10 ans. Ah, complètement fermé, oui. Complètement fermé. Et comme je disais, c'est... 10 ans, ça a dû être... Moi, je m'en suis pas rendu compte parce que j'étais dans ma coquille. Mais Angélique, vous en êtes rendu compte si vous en avez souffert? Ça a été très compliqué. En effet, au départ, elle a été très longtemps dans le deuil et dans le déni. Donc, dans le déni de quoi? Du deuil, enfin de la mort de mon frère, oui, de son absence. Donc, du coup, c'était compliqué à vivre au quotidien puisque elle suivait un traitement médicamenteux. Elle était un peu... c'était toujours dormir, regarder la télé. Et ces journées consistaient à ça, quoi, tout simplement. Pas dans la vie? Non, puisque sortir, elle n'avait pas envie. Je suis trop fatiguée, j'ai pas envie. En fait, vous aviez envie de le retrouver, quelque part? Oui. Parce que pour moi, tout s'était écroulé, quoi. La vie n'avait plus de sens. Non. Non. Est-ce que le fait de participer à notre émission vous a aidé, vous a fait du bien? Elle m'a fait réfléchir. Ça vous a fait réfléchir? Ça m'a fait réfléchir. Est-ce que vous avez pris conscience de votre déni? Oui. Oui, j'ai bien pris conscience que ça pouvait plus continuer comme ça. Oui, il fallait que j'avance. Votre déclencheur, ça a été plus que la venue sur notre plateau, ça a été cette rencontre avec votre amie Muriel. Qu'est-ce qu'elle vous a apporté? Une écoute ou plus que ça? Une écoute et puis sortir. C'est-à-dire redécouvrir des choses que je ne faisais plus, c'est-à-dire ne serait-ce que aller faire les magasins. Ouais. Et j'imagine que votre fille a dû vous le proposer, ça, d'aller faire les magasins avec elle. Oui, c'était souvent je suis fatiguée, j'ai pas envie. Pourquoi avec elle ça marche? Je sais pas, parce qu'elle avait... Premier coup de fil que j'ai eu avec elle, je veux dire, elle avait du peps dans sa voix. Elle était... ensuite, on s'est rencontrés et puis... Et puis c'était peut-être le bon moment aussi, quand vous l'avez rencontrée. Voilà, oui. Vous étiez prête? Voilà, j'étais prête à faire ce pas que je me refusais de faire. Angélique, comment vous la vivez, cette amitié entre elles deux? Très bien. Parfaitement bien, je suis ravie. Parce que... Vous ne vous êtes pas sentie dépossédée à aucun moment? Non, puisque moi, je l'ai toujours accompagnée de toute façon depuis toutes ces années, donc à ma manière, en tant que fille, comme je le pouvais.
Maintenant, il est vrai qu'elle a dû trouver autre chose, une autre complicité qu'on ne peut pas avoir justement entre mère-fils, qui a peut-être d'ailleurs provoqué les complications à l'époque. Ouais, puis parfois, c'est difficile quand on souffre. Vous deviez souffrir aussi de l'expérience de votre frère. Et parfois, on n'a pas envie d'imposer sa souffrance à la personne qui est la plus proche de vous, en l'occurrence votre fille, j'imagine. Ça a peut-être été plus facile d'en parler à une tierce personne en dehors de votre histoire. C'est vrai. C'est tout ce temps qu'il vous a fallu pour accepter qu'il soit parti. Maintenant, je l'accepte qu'il soit parti. Même s'il vous manque, vous l'acceptez. Ah, mais il sera toujours là. Ouais. Il est là. À n'importe quel... Il sera là. Mais c'est avec le sourire que je vais parler d'Olivier. Et c'est avec le sourire que je vais avancer maintenant. Merci d'être venu nous voir et on se réjouit de voir bien que vous avez retrouvé le goût de vivre. On vous souhaite de passer d'heureux moments ensemble. Merci d'être revenu sur notre plateau. Je vais vous demander de signer ce grand livre de l'histoire continue. On commence avec la Duchesse. La Duchesse. Avec la Duchesse et tous ses bijoux. Merci, c'est gentil. Merci à vous pour votre confiance, pour votre fidélité. À bientôt pour d'autres témoignages. Tout de suite, le sommaire de notre prochaine émission. Bon après-midi. Je peux seulement te dire qu'il m'a fallu la peur pour être rassuré, que j'ai connu la douleur avant d'être consolé, qu'il m'a fallu les pleurs pour ne plus rien cacher, que j'ai connu la rancœur bien avant d'être apaisé. Tu ne sais pas encore